Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, comme indiqué la dernière fois, nous abordons maintenant un long chapitre, la société professionnelle et la doctrine économique. Nous allons d'abord voir la maison. Nous avions exposé quelle était la fonction fondamentale de la société familiale, il y a déjà un certain temps. Et ceci nous conduit maintenant à rechercher les conditions de bonne réalisation de la vie familiale. Elle comporte, disons-le tout de suite, l'habitation stable ou la maison. Alors, l'étude de la maison s'enracine donc dans celle de la société familiale. Mais en fondant le domaine dit économique, elle introduit l'étude de la société professionnelle. En effet, l'histoire et la géographie nous montrent que les populations humaines se divisent en deux grandes catégories. Celles qui sont dites sédentaires et qui ont l'habitation stable ou la maison, et puis celles qui ne l'ont pas et qui sont dites nomades. Les sédentaires seuls ont pu accéder au complet développement humain qu'on appelle la vie civilisée ou la civilisation. Pourquoi ? Parce que tous les progrès humains réclament une longue continuité des efforts qui n'est pas compatible avec la vie nomade qui, par essence, est instable. Et puis, toutes les tâches supérieures de la vie humaine exigent une grande disponibilité de temps et d'esprit qui suppose suffisamment de stabilité dans la satisfaction des nécessités les plus immédiates de la vie, et cela n'est pas compatible avec l'instabilité de la vie nomade, où on dépend trop de ce qu'on trouve au jour le jour. On peut compléter ces deux arguments de base en reprenant l'examen des principaux biens dont l'obtention constitue la perfection de la vie humaine. Et alors, on va voir combien l'habitation stable, ou la maison, est nécessaire pour les obtenir à un certain niveau. D'abord, les ressources matérielles. La vie nomade permet d'obtenir, au stade le plus primitif, les produits de la cueillette. Puis, dès qu'on sait attraper ou tuer les animaux, ceux de la pêche et de la chasse. Et puis enfin, au plus haut degré, quand on parvient à domestiquer les animaux, les produits de l'élevage. C'est le cas des peuples pasteurs qui se déplacent avec leurs troupeaux. Mais pour obtenir plus complètement et plus parfaitement toutes les ressources matérielles nécessaires à la perfection de la vie humaine, il faut les travaux conjugués de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Or, l'agriculture réclame en général l'habitation stable près du sol cultivé. D'ailleurs, historiquement, c'est en même temps que les hommes commencent à cultiver le sol
et à fixer leur habitation à proximité. Pour l'industrie, de même, sauf à un niveau tout à fait rudimentaire, l'industrie suppose l'habitation près de l'atelier ou de l'usine. Quant au commerce, il peut avoir des formes primitives dans la vie nomade, mais il ne prendra tout son essor que lorsque l'on pourra entreposer, stocker les marchandises, ce qui suppose également l'habitation stable. Ça, c'est pour les ressources matérielles. Pour la vie intellectuelle, elle réclame la longue continuité d'efforts, la grande disponibilité de temps, d'esprit, qui ne sont compatibles qu'avec l'habitation stable. De plus, la vie intellectuelle ne peut faire de rapides progrès avec la seule tradition orale. Ces progrès réclament l'écriture et surtout le livre, donc des éditions, des librairies, des bibliothèques qui ne peuvent exister évidemment dans la vie sédentaire. Que dans la vie sédentaire, pardon. De même, laboratoire, musée, théâtre supposent la vie sédentaire, choses qui ne sont pas compatibles avec la vie nomade. Voilà pour la vie intellectuelle. Pour la vie morale, nous avons vu que le complet développement de la vie morale, c'est l'œuvre de l'éducation, et que l'éducation réclame cette longue continuité des efforts, cette grande disponibilité également de temps, d'esprit au service des enfants ou des adolescents qu'on ne peut trouver que dans la vie sédentaire. Dans la vie nomade, les enfants suivent la tribu en marche avec les troupeaux sans qu'on puisse consacrer évidemment beaucoup de temps et de soins à leur éducation. Donc, conclusion, l'habitation stable, la maison, est bien une condition fondamentale de tous les progrès humains. Et puis, une condition du complet développement humain qui constitue la vie civilisée. D'ailleurs, alors que dans la vie nomade, les progrès humains sont rythmés par les formes d'obtention de ressources alimentaires, la cueillette, la pêche, la chasse, l'élevage, l'histoire nous montre qu'une fois les ressources alimentaires suffisamment obtenues, les progrès de la civilisation sont rythmés par les progrès dans la construction des maisons, et que chaque étape du développement dans l'art de l'habitation est une nouvelle étape dans le développement de la vie civilisée. Qu'on songe par exemple au bond formidable dans la marche en avant de la civilisation qui a accompagné la découverte et l'utilisation du verre de vitre qui permettait d'avoir la lumière à flot dans les maisons tout en y étant à l'abri des intempéries. Condition fondamentale du bien complet de la vie humaine, l'habitation stable ou la maison est aussi une condition de bonne réalisation de la vie familiale, parce qu'elle seule va rendre possible la longue continuité d'efforts et la grande responsabilité de temps et d'esprit nécessaires pour mener à bien toutes les tâches éducatrices qui sont la fin principale et fondamentale de la société familiale. De plus, la société familiale ne peut être bien réalisée que par l'union indissoluble d'un seul homme et d'une seule femme qu'on ne rencontre presque jamais chez les peuples nomades, parce qu'elle est très difficilement compatible avec la promiscuité de la vie nomade,
et qu'elle réclame que l'intimité des époux soit gardée et protégée par la maison. On avait vu, quand on avait étudié les réductions jésuites au Paraguay, combien les jésuites avaient tenu à construire des maisons individuelles. D'ailleurs, comme on le voit notamment dans les travaux de Frédéric Leplé, l'histoire et la géographie montrent que les formes de la vie familiale, variables selon les temps et les lieux, sont très liées aux formes de l'habitation. Après avoir vu ce premier point, donc la maison et le bien humain, nous voyons un deuxième point, le problème de l'habitation. Ce qu'on vient de dire entraîne que toute famille doit avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui son espace vital, c'est-à-dire un logement. Un logement suffisant en dimension, en confort, il ne s'agit pas de chercher le confort extrême, mais un certain confort, en tenant compte des habitudes, des possibilités, du temps, du lieu, du milieu. Et on peut dire que tout l'avenir de la vie civilisée est conditionné par la solution donnée à ce problème. Quand on examine ce problème du logement dans le monde contemporain, c'est trop souvent pour aboutir à une solution simpliste qui consiste à construire des habitations là où la plupart des familles en manquent et en réclament, c'est-à-dire dans les grandes villes. Alors, par là, non seulement on ne résout pas le problème, mais on aggrave le mal qui consiste dans le surpeuplement de monstrueuses agglomérations urbaines consécutif au dépeuplement des campagnes, des petites villes à l'échelle humaine. Donc il est à déplorer, évidemment, l'abandon de la vie rurale qui conduit au surpeuplement urbain. Alors, je ne vais pas analyser les causes, elles sont certainement évidentes. Il sera beaucoup plus facile de tyranniser un surpeuplement urbain que des populations rurales. Alors, il ne s'agit pas de s'élever contre l'existence des villes ou même des grandes métropoles, parce que c'est vrai que c'est souvent grâce à elles que va se réaliser le complet développement de la vie humaine qu'on appelle la vie civilisée ou la civilisation. Mais il s'agit d'éviter un dépeuplement des campagnes qui va rompre l'équilibre entre la vie rurale et la vie urbaine, et surtout d'éviter que par surpeuplement, les grandes villes deviennent des agglomérations monstrueuses. Alors, si on étudie les travaux des meilleurs spécialistes de l'urbanisme, de la démographie, de l'économie, de la sociologie, qui se basent sur une documentation abondante et précise, ils ont aujourd'hui démontré, et de manière définitive, que dans de telles agglomérations, rassemblant une telle densité de population sur un espace limité, il est impossible de trouver une solution authentiquement humaine à aucun problème humain, qu'il s'agisse de problèmes d'alimentation, de circulation, de police, d'administration, de culture, de problèmes administratifs, économiques, sociaux, hygiéniques, moraux et religieux. Il suffit, par exemple, d'ouvrir les yeux chaque jour pour le voir. En ce qui concerne, par exemple, le problème de la circulation. En multipliant des feux, des sens uniques, des ronds-points à tout bout de champ, des interdictions de stationnement, eh bien, tout cela a complètement échoué. Il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de solution
à ce problème de la circulation, par exemple, tant que tant de population sera concentrée sur un territoire limité. Dans une telle ville, on ne peut éviter la mécanisation, l'automatisme, l'anonymat administratif. Et il n'y a plus, entre les êtres humains, de connaissances personnelles et concrètes. Il n'y a plus de vie sociale, bien souvent. Donc, plus de prochain au sens de l'Évangile. Il n'y a plus qu'à la fois l'isolement et la promiscuité. Alors, on aura beau multiplier les établissements scolaires, les classes vont demeurer trop nombreuses, et cela rend impossible le travail en équipe entre les élèves, comme cela rend impossible que le professeur connaisse bien chaque élève personnellement et s'occupe de lui personnellement. Dans le domaine religieux, on trouvera la même chose. La tâche d'un archevêque d'une immense métropole peut devenir une tâche inhumaine qui va lui rendre impossible de bien connaître personnellement chacun de ses prêtres et plus impossible encore de suivre de près ce qui se passe dans chaque paroisse, dans chaque communauté religieuse ou chaque groupe catholique. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Donc, laisser encore augmenter la population d'une immense métropole ou capitale serait donc une grave erreur. Alors, il ne s'agit pas d'en conclure qu'on va œuvrer à la dépopulation par toutes sortes de moyens. Cela ne se fait d'ailleurs qu'en construisant, sous le nom de grands ensembles, de monstrueux casernements où toutes les familles ont un logement identique, sans absolument rien d'original, ni de personnel, et ne sont plus qu'un numéro anonyme dans l'isolement, c'est-à-dire absence de relations humaines personnelles. Allez voir dans les immeubles à 50 étages si les gens se connaissent. Non. Et puis la promiscuité, qui est l'absence de vie privée. On va en parler après. Les statistiques ont déjà montré que dans les grands ensembles de ce genre, il y a plus de divorces, d'enfants délinquants et de suicides que dans les taudis. La conclusion s'impose, il faut dépeupler les monstrueuses agglomérations urbaines qui ont dépassé l'échelle humaine et repeupler les campagnes, les petites et les moyennes villes. Donc la solution du problème de l'habitation, c'est donc de modifier la répartition de la population sur l'ensemble du territoire. Et si cela comporte de construire, eh bien que ce soit là où il faut repeupler, c'est-à-dire, encore une fois, dans les campagnes, dans les petites et moyennes villes. Alors, il ne s'agit pas de réaliser cela par des déplacements de population à la méthode Union soviétique. Déplacement forcé de population, ce serait une méthode évidemment tyrannique et totalitaire et qu'on ne peut pas absolument approuver. Mais les gens vont là où les appellent leurs activités professionnelles. La solution donc doit comporter davantage d'activités professionnelles dans les campagnes, petites et moyennes villes, et moins d'activités professionnelles là où les agglomérations urbaines sont devenues monstrueuses. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, dans beaucoup de villages en France, pour avoir du pain, vous appuyez sur un bouton et la machine vous donne un pain. C'est de plus en plus. En ce qui concerne les campagnes, il y a d'abord le problème de l'équilibre entre les activités agricoles et les autres activités humaines. Alors, on ne peut nier que le progrès technique diminue la part de main-d'œuvre consacrée aux activités agricoles aujourd'hui, c'est vrai. Il faut pourtant maintenir à celle-ci leur importance
qui est fondamentale puisque d'elle dépend toute la qualité de l'alimentation de la population entière. Il est donc nécessaire de comprimer le déséquilibre entre le secteur agricole et les autres. Alors, ce serait aussi une erreur de ne voir dans la vie rurale que les activités agricoles. Repeupler les campagnes, eh bien, comporte de faire revivre la vie rurale tout entière, avec un boulanger, un charcutier, etc., en promouvant, en protégeant, en aidant, en développant non seulement les activités agricoles, mais tout l'artisanat rural qui peut fournir à l'industrie, au commerce, aux villes, des produits de qualité. Alors, il faut remarquer que le progrès technique en agriculture, en élevage, doit aussi développer l'artisanat rural. Par exemple, pour la réparation des machines. Le développement de la circulation routière qui doit aussi développer tout un artisanat rural sous la forme à la fois de réparateurs, d'industries hôtelières, etc. Cet artisanat rural peut fournir une présence suffisante dans les campagnes, de petites industries, de commerce, de professions libérales, un enseignant, des médecins, des notaires. Et pour faire revivre ainsi la vie rurale, il y a bien des moyens à prendre. Et l'un d'eux, c'est l'école primaire rurale, avec ses programmes, avec ses méthodes propres, qui préparent effectivement les enfants à la vie rurale. Or, aujourd'hui, il y a de moins en moins d'écoles rurales. Il faudra aussi des écoles techniques d'agriculture, d'artisanat rural, de haute qualité. Et puisque nous traitons ici du problème de l'habitation, il faut évidemment signaler qu'en France, le logis rural, demeuré le plus souvent ce qu'il était il y a plusieurs siècles, est en général assez arriéré. Et c'est pourquoi c'est si souvent la femme qui va entraîner l'homme à quitter la campagne pour la ville, où elle aura à sa disposition des techniques plus modernes. Donc on ne fera pas revivre la vie rurale sans moderniser un petit peu, quelque peu, le logis rural, en l'équipant de certains moyens techniques dont notre siècle peut disposer, ce qui comporte, par exemple, tout un ensemble de travaux d'adduction d'eau, d'électrification, etc. Il conviendrait aussi que le niveau de vie des populations rurales s'écarte le moins possible du niveau de vie des citadins. Donc que les milieux ruraux disposent, comme il convient, de certains services essentiels. Les routes, les transports, le logement, les communications, l'eau potable, les soins médicaux, l'instruction élémentaire et la formation professionnelle, les services religieux, parce que maintenant il y a une messe une fois par an dans beaucoup de villages, des loisirs, tout ce que requiert la maison rurale pour son ameublement, son agencement, etc. Alors, si de tels services viennent à manquer dans les milieux ruraux, il est évident que le développement économique et le progrès social y deviennent quasi impossibles ou trop lents, et les gens sont tentés d'aller vivre dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Il en résulte l'exode des populations rurales vers les villes. Alors, il ne suffit pas de repeupler les campagnes en faisant revivre et aussi en rénovant la vie rurale. Il faut aussi repeupler les petites villes ou les moyennes villes au détriment des agglomérations monstrueuses. Et pour cela,
décentraliser l'industrie, l'administration, qui sont concentrées à Paris, dans un grand nombre et dans un petit nombre de grands centres urbains. Vous voyez, moi, la maison familiale, nous, on l'avait à Ham, H-A-M, dans la Somme. Et cette petite ville de Ham de 6 000 habitants a perdu 1 500 habitants en 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sucrerie, une des plus importantes d'Europe, qui a fermé. Et voilà. Donc, disperser la population sur l'ensemble du territoire, cela veut dire disperser l'industrie et l'administration sur l'ensemble du territoire. Et même si cela n'était pas nécessaire pour le bien humain, cela est devenu aujourd'hui absolument nécessaire pour des raisons militaires, puisque nous sommes au point où quelques secondes de petits bombardements des États-Unis ou de Russie peuvent anéantir Paris et sa banlieue. Ce qui est plus difficile dans tout le territoire. Alors qu'on ne vienne pas objecter que cela est incompatible avec le développement technique contemporain, parce qu'il est facile de prouver le contraire par des exemples indiscutables. Je vous en donne quelques-uns où l'industrie métallurgique est-elle en France la plus moderne et le plus à l'avant-garde du progrès technique. C'est en Lorraine. Et cela s'est fait avec une seule métropole, Metz, qui demeure à l'échelle humaine, et un chapelet de petites et moyennes villes. Plus frappant encore, c'est l'exemple de la région alpestre qui se dépeuplait à vive allure il y a un peu plus d'un demi-siècle, et plus donc, et qui s'est repeuplée plus rapidement encore grâce au développement industriel le plus moderne, le plus à l'avant-garde, fondé sur l'emploi de l'énergie électrique, et cela a eu lieu avec une seule métropole qui demeure plus ou moins à l'échelle humaine et le long de toutes les vallées des chapelets de petites et moyennes villes. Donc si l'emploi de la machine à vapeur a favorisé la centralisation industrielle, l'énergie électrique, livrable n'importe où et en n'importe quelle quantité, a rendu possible la décentralisation. Les essais de décentralisation industrielle resteront cependant inopérants tant que l'État persévérera à refuser toute décentralisation administrative et culturelle, c'est-à-dire tant que tout dépendra des bureaux ministériels concentrés à Paris et tant qu'il n'y aura de vie intellectuelle et artistique pleinement développée qu'à Paris. Donc on ne détruira l'attrait qui amène à Paris tous ceux qui ont des ambitions et des goûts dans le domaine de la culture qu'en faisant revivre les cultures régionales. Et cela réclame, par exemple, des universités provinciales de haut niveau, de même que dans le domaine des laboratoires, des bibliothèques, des musées, des théâtres. Ceci nous amène au troisième point, l'importance et la valeur de la vie privée. Ce qu'on vient d'établir sur l'importance fondamentale de la maison pour le bien humain entraîne une autre conséquence, à savoir la haute valeur de la vie privée, qui est la vie à l'intérieur des maisons, la vie dont l'intimité, le silence, l'indépendance, le secret sont gardés et protégés par la maison. Elle est le lieu où va s'épanouir l'intimité de la vie des époux, où se forment et se développent les enfants sous l'action éducatrice des parents.
mais aussi le lieu où on trouve du temps et une disponibilité d'esprit pour penser, pour découvrir, pour inventer dans les domaines scientifiques et techniques, pour concevoir l'œuvre littéraire ou artistique, et surtout se recueillir et prier. Donc ainsi, supprimer la vie privée, c'est détruire la civilisation et mettre fin au progrès humain. Alors, certes, la vie privée seule ne suffit pas pour le complet développement humain, parce qu'il faut une vie sociale. Au-delà de la vie sociale d'ordre privé, il faut une vie sociale plus vaste, que l'on qualifiera d'ordre public. Mais cette vie sociale d'ordre public, elle doit se situer au-delà de la vie privée. Elle ne doit pas se substituer à la vie privée, ni la supprimer, évidemment. De même que l'école ne doit pas se substituer à l'œuvre éducatrice de la famille ou la supprimer, mais la prolonger et la compléter. Donc il faut insister sur ce point-là parce que trop souvent, aujourd'hui, la vie sociale d'ordre public tend à réduire de plus en plus la place et l'importance de la vie privée ou à l'envahir au point de la détruire. Donc il est important que les hommes, et surtout les femmes, disposent d'un temps suffisant pour la vie privée et n'aient pas la presque totalité de leur vie au sein de vastes collectivités où trop souvent ils ne sont qu'un numéro anonyme, sans relation personnelle, et ne trouvent qu'à la fois l'isolement ou la promiscuité. Je pense à cette promiscuité dans les grands HLM. Comment voulez-vous que les enfants se détendent? Eh bien, ils vont se détendre dans une cour ou dans un espace tout proche avec n'importe qui. Une promiscuité terrible. Et ils ne trouvent donc que l'isolement et la promiscuité. En particulier, si on a compris, par exemple, que le repas est le lien le plus normal des relations humaines, on doit comprendre l'importance du repas familial pour la vie familiale et rejeter l'erreur de ces collectivités idéalistes qui préconisent des logements familiaux sans cuisine, et ça existe, mais parce qu'ils ont prévu des restaurants collectifs pour les repas. À remarquer aussi que la télévision, évidemment, a fait pénétrer la vie sociale d'ordre public à l'intérieur des maisons et constitue le plus souvent, si ce n'est pas toujours, une destruction pure et simple de la vie privée. Donc, une fois de plus, la vie privée doit permettre le temps et la disponibilité pour penser, pour lire, pour prier. Alors, tout ceci dit doit nous conduire à restaurer l'estime de la haute valeur humaine des travaux ménagers. Haute valeur, d'abord et surtout, par leur finalité, qui est au service de la vie privée, et qui est par là au service des plus hautes valeurs humaines, auxquelles la vie privée est indispensable. Par exemple, la cuisine familiale, et non pas le fast-food ou le McDonald's, qu'on va chercher en voiture en plus, et qu'on vous sert en voiture. Donc la cuisine familiale, elle est au service du repas familial, dont il faut souligner encore l'importance pour la vie familiale. Sans télévision, évidemment, à table. Et sans smartphone non plus. Haute valeur aussi parce que, à côté d'une part de travaux
purement machinaux, que les techniques modernes devraient alléger, de plus en plus, les tâches ménagères comportent un certain nombre d'habiletés manuelles hautement qualifiées, telles que la cuisine, la coupe, la couture, le repassage, etc. Donc on a déjà dénoncé les erreurs cartésiennes et idéalistes qui méprisent les travaux manuels considérés comme matériels, tandis que le travail intellectuel, qui pourtant fait fonctionner l'organe cérébral, est considéré comme spirituel. Et à ce propos, on a distingué des tâches purement machinales ou automatiques que peut remplir un robot ou un animal domestique bien dressé, les habiletés manuelles spécifiquement humaines qui n'existent jamais chez l'animal, même s'il a des mains, comme le singe, et qui sont l'œuvre de l'intelligence humaine, animant et dirigeant le geste des mains, qui sont donc des aptitudes intellectuelles de l'intelligence, artisane ou ouvrière, qui est un des aspects de l'intelligence humaine. Et tel est le cas de la cuisine, de la couture, qui sont vraiment des arts. Donc c'est un grave préjugé de considérer qu'on est un intellectuel parce qu'on ne fait rien d'autre que remplir du papier, 472 pages, ou qu'on ne se salit pas les mains et que l'on ne se sert des mains que pour manier le stylo ou taper sur l'ordinateur. C'est ce préjugé qui va conduire tant de femmes à trouver les travaux de bureau supérieurs aux travaux ménagers, alors que les travaux de bureau comportent tant de tâches purement machinales qui ne mettent nullement en jeu l'intelligence. Ce n'est pas parce que madame travaille dans un bureau qu'elle est plus intelligente que la mère de famille qui reste dans son foyer. Il est absurde de vouloir supprimer l'art culinaire, par exemple, de la vie courante de l'humanité, en en privant la vie familiale et en le réservant à des restaurants de luxe pour gastronomes. Donc il n'y a de vie authentiquement privée que si elle jouit dans son ordre d'une indépendance suffisante vis-à-vis des immixtions ou contrôles provenant de collectivités plus vastes. Dans cette indépendance, la vie privée n'existe plus, parce qu'elle n'est plus vraiment privée. Et tout ce qu'on a dit sur sa valeur et son importance disparaît. Alors, certes, la société politique peut, et elle doit, par ses lois, soumettre cette vie privée à toutes les exigences du bien public, donc à toutes les nécessités du maintien du niveau de la vie civilisée. Ça peut être l'hygiène, par exemple, mais il faut dire aussi alors que l'État ne doit pas supprimer les sociétés et les autorités d'ordre privé pour se substituer à elles. Il doit au contraire garantir, protéger leur libre et harmonieux épanouissement. Donc, tout en se soumettant à toutes les exigences authentiques du bien public, la vie privée doit, dans son domaine propre de vie privée, garder son autonomie. Nous insisterons un peu plus sur ce point la fois prochaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.